Bonjour à tous, ici les Normands du Saguenay. Nous vous présentons aujourd'hui une petite vidéo sur la faune et la flore que nous avons vues ici sur la région du Saguenay. Alors tout d'abord nous allons commencer par la faune et tout d'abord les animaux des parcs. Ici il y a de nombreux parcs dans lesquels nous nous promenons régulièrement. Nous allons profiter de ces promenades pour prendre quelques vues ou vidéos que nous allons présenter. Lui, il est petit mais bruyant, on l'entend à peu près dans tous les parcs à la belle saison, uniquement l'été, je pense, en tout cas pour l'instant on ne l'entend plus du tout. Des libellules le long des lacs et des rivières, il y en a de nombreuses, de toutes les couleurs, des bleus, des verts, des rouges. J'ai réussi à en prendre qu'une seule parce qu'elles sont très rapides. Il faut savoir que la libellule est l'insecte volant le plus rapide qui existe. Et donc, c'est pas pour rien, parce que à prendre en photo ou en vidéo, c'est quand même très compliqué. Toujours intéressé par les insectes, j'ai aussi eu l'occasion de prendre quelques bourdons en photo. Je vous présente ici un jaunâtre, puis un blanchâtre. Alors c'était sur la même fleur, en tout cas une fleur qui se ressemble, mais c'était juste un concours de circonstances parce qu'ils vont sur toutes les fleurs ou quasiment butinées. Par contre, on a vu assez peu d'abeilles pour l'instant. Il y en a ici, moi j'espère bien reprendre l'apiculture dans la région, mais en tout cas, actuellement, on a vu assez peu d'abeilles. Des mésanges charbonnières qui, elles, se gênent pas pour manger les insectes. Il y a de nombreuses mésanges, mais dans le coup, ce sont quasiment les seuls que nous voyons dans le quartier où nous sommes. Quand je parle de quartier, c'est vraiment dans quelques kilomètres autour de chez nous. Elles sont assez nombreuses dans les parcs, mais même dans les bois, dans les bosquets, on en voit régulièrement. Regarde, ça y est, je me suis fait avoir. Bouge pas, bouge pas. Oui, qui peuvent être relativement effrontées, puisqu'elles se permettent de venir se poser sur les mains. Scoop étant à nos pieds, elles ne sont pas forcément impressionnées, et elles n'ont aucune appréhension à venir se poser sur les mains pour voir s'il n'y a pas des graines ou des choses à picorer. Lui, il est magnifique. Alors la photo ne le rend peut-être pas tout à fait hommage. Je vous avoue que c'est pas une photo de moi puisque je n'ai pas encore réussi à prendre la photo. Il est extrêmement rapide, bruyant, rapide, mais il est magnifique. On le voit régulièrement dans les parcs, mais je l'ai vu aussi sur chantier au bord de l'eau. C'est le jet bleu. Il est vraiment un bleu électrique et il est relativement bruyant. C'est vraiment le cousin de notre jet des chênes qu'on peut voir en Europe, en France en tout cas. Les bruyantes corneilles, ça vous les connaissez. Les corneilles, c'est les mêmes que celles que nous avons en Europe. Enfin, elles ressemblent fortement à celles qu'il y a en Europe. Elles jacassent beaucoup et elles n'hésitent pas à avertir dès qu'il y a quelqu'un qui passe. C'est des bonnes Ouais. gardiennes. Alors voici un oiseau qui est assez local et en tout cas très présent, même si on l'entend plus qu'on ne le voit. C'est le pic. Alors c'est un cousin du pic-et-pêche qu'on connaît en France. C'est un pic qui est un peu plus grand que le pic-et-pêche et qui est très présent dans la région. On en voit très très fréquemment. Alors il faut souvent chercher parce qu'il est en haut des arbres, en haut des poteaux, même téléphoniques et électriques. Il aime bien se percher là. Comme ici c'est une région de forêt, nous de l'autre côté de la route c'est la forêt. On le voit ou on l'entend très fréquemment. J'ai réussi à l'observer, on a réussi à l'observer et à pouvoir le filmer de pas trop loin parce qu'il est quand même assez farouche. On vous montre ça pour vous donner une petite idée de ce que ça peut donner. Et vous allez voir après dans la partie flore que c'est un oiseau qui laisse beaucoup de traces de son passage dans la région. Alors il est très bénéfique à la forêt aussi, puisqu'il va manger toutes les larves qui vont pousser ou qui vont vivre derrière l'écorce des arbres. Donc le fait de débarrasser les arbres de ces larves-là, il va aussi limiter l'invasion de nombreux ravageurs.
Mais dans les arbres, il n'y a pas que des oiseaux. L'espiègle écureuil, qui est l'ami de madame. Vous avez pu voir avant leur stratégie à eux quand ils sont posés dans des arbres ou n'importe où, c'est de ne surtout pas bouger, totalement immobile. Et dans le coup, on voit les poils qui volent au vent, mais dans le coup, ils restent totalement fichés et c'est leur technique à eux pour passer inaperçus. Pour autant, ils sont quand même assez bruyants et on les entend souvent jacasser dans les arbres d'un arbre à l'autre. Donc en se fiant au bruit, on arrive vite à les repérer. Et là, vous allez en voir un qui se gênait, qui n'était absolument pas inquiété du tout de voir Nathan. Au contraire, il était même plutôt curieux de le voir. Et Nathan était lui-même curieux de voir ce petit animal juste devant lui. C'était une des premières fois où on en voyait autant d'aussi près. On aurait dit une partie de cache-cache entre enfants. Regardez l'écureuil qui est pas content, qui est en fait c'est assez territorial et donc Nathan est visiblement de son territoire, donc il chasse Nathan pour garder son territoire et ses graines. Il a beau être haut comme trois pommes, il est quand même relativement déterminé comme petit animal. Le tamia. Alors le tamia, c'est un animal qui est très compliqué à prendre en photo ou en image parce qu'il est très très rapide. Il ne fait que passer, il est très discret. Par contre, c'est super beau. Alors ici, les Québécois l'appellent le Suisse. Et en fait, parce que c'est les rayures qu'il a sur le dos qui font penser aux gardes suisses qu'il y a au Vatican. C'est pour ça. Mais c'est un tout petit animal qu'on appelle aussi le chipmunks. Vous connaissez peut-être ça avec Alvin et les chipmunks, par exemple, pour les enfants. Mais c'est ça, c'est un petit animal, un petit rongeur qui est un cousin de l'écureuil. Et voilà, la gentille et tranquille marmotte, qui elle est un herbivore tranquille, contrairement aux autres qui mangent des graines. Elle mange de l'herbe, elle faisait le plein, on était à l'automne, juste avant l'hibernation pour elle. Et donc son seule préoccupation, c'était de se remplir la panse et de se faire une bonne couche de gras pour tenir tout l'hiver. On voyait que l'automne approchait, elle commençait à être bien ronde. Que l'hiver approchait, je dirais, c'était bien ronde. Mais bon, ici, il faut mieux qu'elle fasse sa réserve parce qu'elles vont hiberner du mois de novembre jusqu'au mois de mai. On croise aussi des animaux beaucoup plus lents, tels que le porc-épic. Alors moi j'ai eu l'occasion d'en voir, notamment le long des routes. C'est un vrai problème pour eux, parce que c'est un animal qui n'a pas de prédateur et qui n'est pas inquiet. Donc il va marcher tranquillement, vous le verrez après en vidéo. Mais il fait la même chose face aux voitures. Et visiblement, il ne gagne pas toujours face aux voitures. On en voit quand même régulièrement des tout plats. C'est un vrai souci pour lui. Mais j'en ai vu aussi le long de la route qui marchait tranquillement, qui avait envie d'aller d'un champ à l'autre, j'imagine. Alors, c'est un animal qui mange un petit peu de tout. C'est un peu le cousin du hérisson. Il va manger des limaces, des escargots, mais je crois qu'il mange aussi des graines. Il est un petit peu assez opportuniste. Et c'est un animal qui est très lent, très calme. Et comme je dis, il craint personne. Donc, dans le coup, on voit très très souvent des vidéos de chiens qui ont essayé de manger un porc-épic ou d'attaquer un porc-épic. Généralement, ils s'en rappellent parce que le porc-épic n'a pas forcément eu de dégâts, mais le chien, il a des centaines d'aiguilles, d'épines dans la gueule. Oui, quand je disais que c'était lent, on est sur un animal qui est quand même vraiment lent.
Les animaux ne vivent pas que dans les parcs, vous vous en doutez, hein, il y en a un petit peu partout dans la région, notamment au moment de la migration. Alors on en entend l'été, mais un petit peu, mais pas tant que ça. Mais au moment des migrations, on est vraiment assailli par les oies qui viennent du Grand Nord et qui vont descendre elles vers le sud. Et donc la zone de Saguenay, c'est avec le fjord, avec tous les lacs qu'il y a partout, c'est une zone de repos pour elles. Et donc on voit passer, migrer des milliers, on peut dire ça, j'allais dire au moins des milliers, peut-être plus encore, d'oies. Alors de toutes sortes, hein, des blanches, des grises, des noires. Je suis pas un expert en oies. Vous apercevez quelquefois deux ou trois qui partent sur le côté complètement. Je ne sais pas si elles ont oublié du pain ou quoi que ce soit, mais en règle générale, elles restent en formation en V. Puis de temps en temps, vous en avez une ou deux qui s'en vont sur le côté. Pourquoi, je ne sais pas. Alors, elles ne font pas que voler, comme je vous ai dit. Hein, c'est une zone de repos. Elles viennent se nourrir aussi là. Donc, elles viennent se poser dans le fjord surtout, mais dans les champs autour aussi. Là, je vous ai pris des oies blanches, il y a des oies noires et des oies grises. Là, j'ai pris avec une photo, il y avait qu'un groupe qui était là dans le fjord le long de la berge, c'est pour ça que j'ai pu les prendre. Et voilà, en Normandie, on plante des carottes, on va planter des pommes de terre, des choux, ce que vous voulez. Ici, visiblement, ils plantent des oies. Si vous regardez, c'est assez bien planté. Ce que je disais, dans le fond, on voit quasiment des rangs d'oies. Il y a aussi des gros animaux dans la région. On ne les a pas tous vus, mais j'essaie de vous partager ceux qui sont dans la région. Alors dans la région, il y a aussi des beaucoup plus gros animaux. Je vais vous en présenter quelques-uns. Les orignaux, dont voici des panaches. L'orignal, c'est pour les Européens un élan. C'est un animal qui est très grand et très gros. Je vous le montre juste après en photo face à une maquette. Vous allez voir un petit peu pour avoir une idée des proportions. Voici donc un orignal mâle adulte. C'est pour vous donner un petit peu une idée de la taille. Bien sûr, il s'agit d'une maquette, mais vous voyez Nathan qui doit faire 1m40-45 et moi 1m80, 84-85. Voilà, ça vous donne à peu près une idée de la taille de la bestiole. Vous allez voir après de face. Donc vous voyez la taille des panaches. C'est un animal qui va plutôt vivre au bord de la forêt, qui n'hésitera pas à aller se cacher dans la forêt, mais il va plutôt être en bord de forêt, parce qu'ici les forêts sont très denses, et donc je vois pas bien comment il pourrait se déplacer dans une forêt avec de tels panaches. Les ours noirs qui sont nombreux ici, les ours noirs sont très présents dans la région. Il y en avait d'annoncés dans le parc où nous allons nous promener le plus souvent, le parc des rivières du Moulin, à l'automne. C'est un animal qui ne pose quasiment aucun problème pour l'homme, puisqu'il a tendance au contraire à fuir l'homme. La meilleure arme pour les ours noirs, c'est une clochette. Voilà, donc dès qu'il y a une clochette, si vous entendez de loin, il lui va se cacher. Et il est meilleur au cache-cache que nous, donc dans le coup, on ne le verra pas. C'est un animal qui, quand il a besoin, court plus vite que l'homme, monte à l'arbre beaucoup plus vite que l'homme, va nager mieux que nous et plus rapidement que nous. Voilà, il fait tout mieux que nous, mais il cherche surtout pas à nous affronter, au contraire, il cherche plutôt à nous fuir. Ces animaux-là, vous allez voir les suivants, ils ont été pris dans un refuge qui est pas très loin de la maison. Et donc, dans le coup, ce sont des animaux qui ont été trouvés petits et qui n'ont pas réussi à être réhabilités pour pouvoir. Leur objectif dans ce centre de réhabilitation-là, c'est de pouvoir les relâcher une fois adultes s'ils sont aptes à vivre de façon autonome. Et donc, ça, ce sont des oursons qui ont été trouvés petits et qui ne sont pas aptes à repartir à la vie sauvage. Donc, ils ont été gardés dans le centre. Vous allez en voir un se déplacer après. C'est quand ça n'est pas affolé, c'est plutôt tranquillou. Pour ceux qui connaissent le grizzly, c'est à peu près la moitié. C'est un ours noir. Ici, ça fait entre 200 et 300 kg. On va dire c'est à peu près 250 kg en moyenne, alors qu'un grizzly fera entre 600 et 800 kg. C'est pas agressif comme le grizzly qui peut l'être vis-à-vis de l'homme, puisque dans le coup, c'est pas un prédateur pour nous. Des loups ici, il y en a. En l'occurrence, il y a aussi des loups. J'en ai pas vu encore, mais en tout cas, ce sont des animaux qui sont très fréquents dans la région.
Alors je vous présente ici un loup noir, un loup gris et un loup blanc. Alors, le loup blanc, c'est plutôt un loup arctique. Alors il peut y en avoir dans la région, alors c'est peut-être suite à des croisements, mais c'est plutôt des loups qui vont vivre dans la partie arctique du Canada, qui descendront pas, qui n'hésiteront pas à descendre à l'occasion. Un loup, ça peut faire 200 km dans la journée, donc c'est pas un souci pour lui de se rendre, de descendre jusqu'à Saguenay. Mais en tout cas, c'est des animaux qui vont plutôt dans la partie arctique. Et vous avez vu, contrairement aux autres, ils ont des pattes plutôt larges et épatées. Ils sont faits pour marcher sur la neige. Voilà. Des moufettes. Alors malheureusement, la photo est vraiment moche, mais je tenais à vous la montrer parce que c'est des animaux que j'ai fréquemment rencontrés. Quand je dis fréquemment, ça veut dire plusieurs fois. Que j'ai fréquemment rencontrés dans la région le matin au lever du jour. Entre 5 et 6 heures le matin, on les voit. Et donc dans le coup, je pense qu'elles ont fini leur journée et elles rentrent se coucher. Mais c'est un animal qui est un peu comme le porc-épic, qui marche tranquillement le long des routes, quand je les ai aperçus moi, et qui a malheureusement tendance aussi à vouloir affronter les voitures et à perdre régulièrement. Donc on en trouve fréquemment des tout plats. Mais c'est un animal qui est plutôt tranquille et qui cherche aussi à se cacher et à fuir. Il y a beaucoup plus gros sous l'eau dans le fjord, vous vous en doutez. Alors je vous présente là ici vraiment les animaux emblématiques de la région, mais on peut retrouver aussi des flétans qui font plus de 100 kg, on va retrouver des très grosses morues, mais les animaux les plus impressionnants dans la région. Alors quand je vous dis la région, je parle bien de la région du Saguenay et pas forcément de la ville de Saguenay, puisque c'est des animaux que vous verrez à l'embouchure du Saint-Laurent, à l'embouchure plutôt du fjord du Saguenay dans le Saint-Laurent, au niveau Tadoussac, c'est là où vous avez le plus de chances de les rencontrer. Vous pouvez exceptionnellement les rencontrer dans le fjord du Saguenay, notamment le beluga qui est le premier en haut, tout en haut, le petit blanc. Celui-là, il descend régulièrement. On en a aperçu avec Nathan au niveau de Sainte-Rose-du-Nord. Il vit en banc. Et les autres, j'en ai pas encore vu, mais l'année dernière, quand j'ai été jusqu'aux Escoumins, qui est au nord de Tadoussac, j'ai aperçu des queues de mammifères marins comme ceci, mais je n'ai pas été capable de les identifier, donc je ne pourrais pas vous dire lequel j'ai aperçu. Mais il y en a régulièrement entre Tadoussac et les Escoumins. Dans cette région-là, vous en voyez fréquemment. C'est un lieu habituel où ils sont l'été. C'est une zone de haut fond. Il faut savoir qu'à cet endroit-là, le Saint-Laurent fait à peu près 20 km de large, mais que d'un seul coup, la hauteur du fond remonte, enfin le fond remonte très fortement au niveau de Tadoussac. Et donc dans le coup, ça permet pour nos observateurs de le voir plus facilement puisqu'ils vont venir se nourrir là. Il y a moins d'eau et donc on les voit plus facilement remonter à la surface. Donc je vous les présente par ordre de haut en bas. Le plus grand en haut, c'est un rorqual bleu, puis une baleine noire sur sa droite. En dessous, vous retrouvez un rorqual à bosse, un rorqual commun, le petit rorqual, et enfin le marsouin commun, qu'on peut retrouver notamment, on retrouve plutôt son cousin chez nous en Normandie, dans la baie de Mont-Saint-Michel par exemple. Et voilà, après vous avoir présenté la faune, nous allons présenter un petit peu la flore. Alors c'est d'une façon non exhaustive, mais je vous présente un petit peu ce que j'ai vu et ce qui m'a semblé différent de ce qu'on peut connaître en France. Voilà. Ici, il y a de nombreux framboisiers sauvages, c'est quelque chose qui est très très fréquent. Alors, il y a des choses que je ne vous ai pas présentées en vidéo, parce que j'ai déjà présenté, je ne voulais pas vous faire 10 fois la même chose. Je ne vous ai pas parlé des bleuets dans cette vidéo-là, mais on l'avait déjà vu sur une vidéo précédente, sur Chicoutimi Mineur et la Bleutière. Mais dans le coup, ici, il y a quand même beaucoup de bleuets. Ça, c'est vraiment... c'est un petit peu l'équivalent de nos ronces en Normandie. Mais voilà, ici, les bleuets sont très très présents, mais on trouve aussi fréquemment des framboisiers sauvages. Et ils sont vraiment... alors avec des très bons fruits, j'ai goûté. Et des fruits sauvages, il y en a une quantité impressionnante. Je ne connais pas les noms de toutes les baies, j'ai pas tenté de les goûter. Il y a des très brunes, des rouges. Ça ressemble à des cerises sauvages, mais je ne prends pas de risque d'y goûter. J'ai pas osé. Alors celui-là, vous ne devez peut-être le reconnaître. En tout cas, c'est un pommier sauvage qui a poussé là. Est-ce que c'est quelqu'un qui a acheté un trognon de pomme un beau jour? Je ne saurais pas vous dire. En tout cas, c'est des pommes non greffées, mais c'est un 100% pommier. Il y a des baies oranges. Je ne saurais pas qualifier non plus.
Et puis ben, les fruits ou les graines, c'est pas, enfin, tout n'est pas forcément que des fruits. Ça peut aussi être des graines d'arbres qui vont être mangées par les animaux. Donc là, on est sur des graines d'érable. On dira, oui. Là, voici les graines d'un résineux, d'un cèdre, je pense. Et donc, dans le coup, vous voyez, à l'intérieur, il y aura des petites graines que vont adorer les écureuils ou les chipmunks. Mais il y a aussi de nombreuses et jolies fleurs sauvages. Celles-ci, vous voyez, si on s'arrête bien dessus, en fait, ce sont des orchidées sauvages et qui ressemblent à des petites fleurs qui vont manger des insectes. Vous savez, il y a une petite poche à l'intérieur dans laquelle il y a du liquide qui va se refermer, ça ressemble à ça. Mais il n'y a pas l'air d'avoir de liquide, mais en tout cas, elles sont très très belles. On les retrouve le long des ruisseaux plutôt, elles ont besoin de pas mal d'eau. Alors la surexposition, on ne rend pas hommage du tout, mais on aurait dit un snowballs pour ceux qui connaissent ces fleurs qui sont plutôt grosses en France. Mais là, donc, c'était des toutes petites boules de neige, mais jaune, jaune citron superbe. Malheureusement, je suis passé qu'une fois dans ce chemin et j'avais le soleil dans les yeux. J'ai essayé de faire de l'ombre comme j'ai pu, mais ça rend pas très hommage. Mais c'était superbe. Il y aura toute une collection de fleurs le long des ruisseaux, de toutes les couleurs. Plutôt violacées, des blanches, blanchâtres, on dira plutôt. Celle-ci, nous l'avons vue dans la partie précédente avec les bourdons, mais en tout cas, ça ressemble à une espèce de marguerite. À peu près la même chose que les snowballs jaunes de tout à l'heure. Il y avait des snowballs, l'équivalent de snowballs blancs, mais minuscules aussi. Oui, on va repasser après sur du jaune. Je les ai regroupés par couleur. Malheureusement, j'ai pas le nom de toutes ces plantes-là. Je ne suis pas capable de vous les donner. Des plantes violettes de toutes les teintes, des très pâles jusqu'à des beaucoup plus franches. Des plantes orangées. Alors il n'y a pas que les fleurs qui sont de la couleur, on retrouve aussi régulièrement des pousses de plantes qui vont avoir de la couleur. C'est notamment le cas de celle-ci. Mais les érables, il y a de nombreuses variétés d'érables qui ont des pousses très rouges et puis qui vont devenir vertes une fois qu'elles seront matures. Celle-ci, c'est une plante rampante grasse. Je ne saurais pas vous dire le nom, mais en tout cas, le bout des feuilles était tout rouge, c'était original. Avant de devenir vert, visiblement. Encore un autre érable, beaucoup plus déchiqueté. Il y a 9 variétés d'érables ici sur le Québec. Malheureusement, je ne les connais pas toutes. Pour l'instant, j'espère que je saurai vous dire ça bientôt, mais voilà, c'est une autre variété d'érable. Qui avait aussi des feuilles rouges au départ. Certaines changent de couleur en fin de vie, et bien, je vous l'avais déjà montré sur les couleurs de l'automne, mais l'érable c'est vraiment l'arbre typique qui alors, va avoir quelquefois des pousses rouges quand il est petit, il va devenir vert, et vont à nouveau rougir en vieillissant. Donc en fin de vie d'érable, on retrouve des belles feuilles rouges. Mais c'est aussi le cas de la fougère qui va roussir en vieillissant. Voilà, à nouveau de l'érable qui lui va être plutôt orangé. Chaque variété d'érable aura des teintes différentes. Voilà, c'est des érables pour montrer ce que ça peut donner quand c'est vraiment rouge flamboyant, ça donne ça. C'est des photos que vous avez déjà vues sur les couleurs de l'automne. Alors ici on est dans une région de forêt, donc il y a beaucoup de champignons. Je ne sais pas lesquels sont comestibles, j'ai pas tenté pour l'instant. Mais il y a des très très beaux champignons. Ici on a une zone plutôt froide et humide, mais il n'empêche que les mycéliums peuvent se développer. Alors, vous voyez sur des troncs d'arbres, on aura des champignons qui vont de la décomposition du bois, d'autres qui vont plutôt sous forme de mycélium. La décomposition du bois avec des teintes tout à fait différentes quelquefois sur un même arbre.
Et celui-là, comme il est beau, la couleur qu'il peut avoir. Comme je l'ai dit avant, le Québec, c'est le paradis des érables. En voici quelques-uns. Malheureusement, je ne suis pas encore en capacité de vous donner les noms exacts. Vous voyez, les feuilles sont totalement différentes les uns des autres. Ces feuilles-là, ça correspond à l'érable à sucre. C'est celui dont on va tirer le sirop d'érable. Mais il n'y a pas que des érables ici. Il y a d'autres arbres, on les connaît aussi en Europe certaines fois, ils ont été importés, mais en tout cas ce sont des arbres endémiques ici. En tout cas, c'est des arbres natifs de la région. Des prêles, qu'on peut rencontrer aussi dans toutes les zones de marais. Alors nous retrouvons encore des fougères, il y en a beaucoup de fougères. Alors là, vous voyez, ce sont tous les spores des fougères, donc les organes reproducteurs, plutôt les graines des fougères, qui sont regroupées dans de grandes hampes, qui sont noires charbon, qui sont très très belles, mais elles sont très hautes, c'est des fougères qui font plus d'1 mètre de haut. Et donc on a des grandes hampes de spores qui sont là prêtes à faire de nouvelles pieds de fougères. Les spores généralement se situent à l'arrière des feuilles sur les fougères, sur ces variétés-là en tout cas, et donc quand la feuille se dessèche, il ne reste plus que les spores. Là, ce sont des plantes plutôt grasses et rampantes, mais qui font un énorme tapis. C'est des choses qu'on a vues sur Sainte-Rose du Nord, donc juste à côté, et ça fait 15-20 cm d'épais à peu près, et ça fait une énorme moquette, et ça vit que dans des zones très humides. C'est plutôt une plante de marais. Là, ce sont des lichens qui sont en abondance dans la région. On les retrouve notamment sur les pierriers, enfin, toutes les zones un peu abritées au froid. Et ça peut être très gros aussi. Là, c'est des choses qui font. Alors, au milieu, ce sont des fleurs, des plantes, des plants de bleutière, de bleuets. Donc, les plantes bleuets, ça arrive au maximum au niveau des genoux, on dira en règle générale au niveau des mollets. Et donc, vous voyez que les lichens font la même taille. Donc, ce sont des lichens qui ont déjà un certain âge, parce que ça pousse en moyenne, je crois, d'1 centimètre par an, à peu près. Si je ne me trompe pas, je ne suis pas un grand connaisseur en lichen. Mais voilà, donc ce sont des plantes qui peuvent pousser. On est vraiment sur le début de la partie boréale. Donc nous, on commence à avoir des lichens importants qui peuvent être mangés, notamment par le caribou des bois, qui est un animal un animal en voie de disparition, mais qui vit dans la région encore, qui est un cousin du renne. Et là, ce sont des fleurs qui sont extrêmement dufteuses. J'ignore le nom, ça avait l'air plutôt d'une plante de haie, enfin quelque chose qui n'était pas absolument pas cultivé, hein. C'était dans un parc, mais c'était au fond d'un chemin. Et c'est un aspect quasiment on dirait presque une fleur de coton. Alors vous en doutez, on est en région boréale, donc dans le coup il y a quand même beaucoup de résineux. Des pins comme il y a sur la photo, là sont un pin. Celui-ci, ça doit être un cèdre. Nous revoilà sur le pin. Il y a différentes... et là, je pense qu'on est sur plutôt un sapin type épinette. Ça, c'est du thuya. Alors le thuya, je vous avais déjà eu l'occasion de vous en dire un mot dans d'autres vidéos. Mais le thuya, c'est un arbre qui est originaire de la région, enfin de la région en tout cas du Canada. Et c'est un arbre qui ici peut vivre très longtemps. C'est des arbres qui peuvent vivre plus de 1000 ans. On retrouve nous plutôt dans les haies par chez nous. Mais on a aussi des feuillus. Là, vous voyez un chêne avec des tout petits glands, mais c'est en tout cas un chêne local. Là, c'est une feuille de bouleau. Alors, il y a d'autres feuillus. On va retrouver le peuplier tremble, dont je vous ai déjà parlé. Et puis, il y a quelques frênes. Il y a différentes essences locales. J'essaierai de vous refaire des vidéos dédiées peut-être sur les essences de bois si ça vous intéresse, locales, mais voilà, il y a quand même beaucoup de choses à voir ici. On est envahi de forêt, donc des arbres, il y en a de toutes sortes. Après, il y a beaucoup d'arbres aussi qui ont été apportés. On retrouve des arbres de Virginie, des arbres qui viennent un petit peu plus loin.
assez peu d'essences qui viennent d'Europe, mais en tout cas du reste de l'Amérique on en trouve régulièrement. Donc faut se méfier, j'essaie de vous présenter plutôt ce qui est local que ce qui a été importé et qu'on peut retrouver ailleurs dans le monde. Voilà. La flore, c'est aussi des troncs imparfaits, mais en tout cas les troncs imparfaits ils plaisent aussi à certains. Voilà, un arbre qui est en fin de vie, qui a été brisé par le vent, la tempête, le poids de la neige, je ne saurais pas vous dire pourquoi. En tout cas, il a servi de refuge et de poste d'alimentation pour des pics. Vous voyez les pics qui peuvent... Vous voyez que les pics ne vont pas hésiter à percer l'écorce pour aller faire des nids. Tous les ans, ils refont un nid, donc c'est pour ça qu'on trouve souvent des séries de trous. Une fois qu'ils ont trouvé un endroit, ils sont bien, ils ont tendance à refaire le trou l'année d'après au-dessus, et ainsi de suite, à monter jusqu'à ce qu'ils en aient assez et qu'ils partent sur un autre secteur. Mais donc on trouve souvent des séries de trous les uns au-dessus des autres. Vous voyez que les arbres peuvent ici paraître vivants et être complètement morts à l'intérieur, c'est le cas de celui-ci, où il ne restait plus que l'aubier qui était encore vivant il y a quelques années, et depuis il s'est rompu complètement. Et vous voyez que l'intérieur était absolument creux, donc c'est un arbre qui était mort depuis, dont tout l'intérieur était pourri depuis très longtemps. Ça, c'est ce qu'on appelle les loupes. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, dans les voitures européennes, c'était fréquent, dans les voitures de luxe, de mettre de la loupe, on appelait ça aussi de la ronce. Donc, c'est des plaquages en bois précieux. Et ben donc, une loupe, c'est ça, c'est une tumeur sur un arbre, et qui donne un aspect absolument inhabituel. Donc voilà, des loupes, il y en a beaucoup, beaucoup ici, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais il y a énormément d'arbres qui ont des loupes. Il y a encore une autre. Voilà. Alors, vous avez après, j'ai essayé de vous présenter différentes écorces un petit peu spécifiques. Là, on est sur du bouleau jaune. Vous voyez qu'il peut être on retrouve un bouleau blanc qui est caractéristique, hein, on en a parlé déjà autrefois fois. Et celui-ci, il est magnifique, je vous l'ai pris en plus gros plan. Alors, j'espère que je dis pas de bêtises, il me semble que c'est un bouleau cuivré. Assurément, en tout cas, il peut avoir des couleurs. Certains ont des couleurs vraiment très très cuivrées, comme celui-ci. Voilà, et c'est un cousin du bouleau blanc qu'on connaît habituellement, mais c'est vraiment des couleurs magnifiques. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce en l'air.